Il est important de se rappeler que le sionisme est un mouvement européen. C'est une forme de nationalisme ethnique européen, originaire de pays comme la Pologne et la Lituanie, qui a été transféré en Palestine. Très souvent, il s'agit d'un nationalisme exclusif, car il peut exister un nationalisme inclusif, comme en France, où il suffit de devenir citoyen et cela suffit. Mais il existe aussi un nationalisme ethnique qui est aujourd'hui très présent dans de nombreux pays d'Europe, en Pologne, en Ukraine, en Lettonie, en Estonie et ainsi de suite. Ce nationalisme a donc été transféré en Palestine et c'est devenu la base idéologique du sionisme. Bonjour à toutes et à tous. Ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec le Dr Yakov Rabkin, professeur émérite d'histoire à l'Université de Montréal. Ses publications comprennent plus de 300 articles, ainsi que plusieurs monographies et ouvrages collectifs. Son dernier travail est un récit court, mais tout à fait captivant, intitulé « Israël en Palestine, le rejet juif du sionisme ». C'est cette œuvre fascinante que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Bienvenue, professeur Rabkin. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, car vous avez écrit ce livre fantastique que je trouve vraiment éclairant. Commençons peut-être par cette distinction conceptuelle très importante. Qu'est-ce que le sionisme? Qu'est-ce que le judaïsme? Et qu'est-ce qu'Israël en tant que concept? L'Israël moderne et l'Israël ancien de la Bible. Pourriez-vous en parler? D'accord. Eh bien, le judaïsme est une religion. Elle était centrée sur le temple de Jérusalem. Puis, il y a environ 2000 ans, cette religion est devenue, pour ainsi dire, portable, lorsque les Juifs, d'abord autour de la Méditerranée, puis plus tard dans le monde entier, ont pratiqué une religion essentiellement fondée sur les livres. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le judaïsme était considéré comme l'une des 3 religions monothéistes. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et tout comme dans l'islam, il existe une communauté des fidèles, l'Oumma. C'est ainsi que le terme Am Israël, le peuple d'Israël, a été conçu. Les personnes fidèles à la Torah, au message divin donné sur le mont Sinaï, et celles qui la pratiquent, ce sont des Juifs. En réalité, on peut devenir juif en se convertissant au judaïsme. Et Israël, traditionnellement, désigne un groupe de personnes fidèles au commandement de la Torah. Or, lorsque l'État d'Israël a été créé en 1948, le mot Israël a été associé dans l'esprit de beaucoup, la plupart, je pense, à l'État moderne, ce qui est une chose très différente. Comment ça s'est-il produit? Cela s'est produit grâce au sionisme. Le sionisme est un mouvement politique. Il est devenu juif à la fin du XIXe siècle. À l'origine, l'idée de rassembler les Hébreux en Terre Sainte était une idée issue du protestantisme chrétien. Elle a commencé avec quelques groupes marginaux, puis s'est étendue à des milieux plus établis, en particulier dans l'Angleterre du XIXe siècle. Pas uniquement en Angleterre, mais surtout là-bas. Finalement, à la fin du XIXe siècle, certains Juifs, principalement ceux qui s'étaient éloignés de la religion et acculturés à la civilisation européenne, décidèrent de créer un État juif en Palestine. Nous pourrons parler plus tard de la manière dont cela s'est produit. Ainsi, le sionisme est un mouvement politique. Certains Juifs l'ont adopté avec enthousiasme, mais lorsque le sionisme est apparu pour la première fois, la grande majorité des Juifs l'ont rejeté. Je veux dire, c'est fascinant que vous disiez que le sionisme trouve en fait son origine chez les chrétiens protestants. Donc, trouve-t-on des écrits de chrétiens protestants disant des choses comme « Nous devons rassembler les Juifs en Palestine ». Je veux dire, pourquoi ça serait-il le cas?
Pourquoi cette idée n'est-elle même pas, à l'origine, une idée juive, en réalité? Eh bien, cela a à voir avec l'histoire du protestantisme et la traduction de la Bible dans les langues vernaculaires. Traditionnellement, l'Église chrétienne, l'Église catholique, interprétait la Bible. Elle n'encourageait pas vraiment la lecture directe de la Bible, mais plutôt son interprétation. À présent, l'idée juive de la relation avec la Terre sainte, ou, pour être plus précis, en hébreu, la terre de sainteté, et non la Terre sainte, est différente. Cette relation est conditionnelle. On peut ouvrir la Genèse, la Bible, le Pentateuque, et voir que la promesse de cette terre est une promesse divine donnée sous certaines conditions. Il faut obéir aux commandements et mener une vie droite. Sinon, on sera exilé de la terre. Il y a une expression très forte. La terre vous vomira si vous ne vous conduisez pas bien. C'est le message du Pentateuque et aussi des prophètes. Et lorsque le protestantisme est apparu et que la lecture de la Bible est devenue courante, ils ont pour ainsi dire abandonné l'interprétation et la tradition. Ils la lisaient directement et l'interprétaient littéralement. Dans le judaïsme, l'interprétation littérale n'est pas du tout privilégiée. Et très souvent, eh bien, je peux vous donner un exemple. Vous avez peut-être entendu dire que les Juifs ne sont pas censés mélanger les produits laitiers et la viande dans un même repas. D'où cela vient-il? Cela vient d'un verset biblique qui dit « Ne fais pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère, juste un chevreau et sa mère. » Et cela a été étendu à toute l'idée de séparer les produits laitiers et la viande. Voilà donc un exemple de la manière dont les choses sont interprétées et deviennent partie intégrante de la tradition. Les protestants lisaient les prophéties bibliques du retour en Terre sainte. Et certains d'entre eux ont développé l'idée qu'en rassemblant les Hébreux en Terre sainte, on pouvait accélérer la seconde venue du Christ. C'était vraiment la motivation. Aujourd'hui, les sionistes chrétiens, comme on les appelle, sont très nombreux. Il y a des millions et des millions de personnes, selon le pasteur Hagee aux États-Unis, qui fut l'un des militants. Il a déclaré à un moment donné qu'il y avait plus de 50 millions de sionistes chrétiens aux États-Unis. À titre de comparaison, il y a environ 15 millions de juifs dans le monde. Il y a donc une grande différence entre les sionistes chrétiens et les sionistes juifs. C'est pourquoi le sionisme chrétien est si fort aujourd'hui, parce qu'il repose sur une interprétation littérale de la Bible, ainsi que sur d'autres éléments dont nous pourrons parler plus tard. Oui, et le problème, bien sûr, comme nous le comprenons probablement tous en regardant cette émission, c'est que vous rassemblez tout un groupe de personnes qui vivaient autrefois dans des régions complètement différentes du monde, non seulement en Europe, mais aussi dans d'autres pays du Moyen-Orient, et ainsi de suite, et vous les installez là, en déplaçant les personnes qui y vivaient déjà. Et dans votre livre, vous citez en fait, je crois, un rabbin nommé Yaakov Zur, qui dit « Le sionisme est le plus terrible ennemi qui se soit jamais levé contre la nation juive. Le sionisme tue la nation, puis élève le cadavre sur le trône. » Pouvez-vous expliquer cette citation de Yaakov Zur? Eh bien, l'idée de rassembler les Hébreux par des moyens politiques, sans parler de moyens militaires, est totalement étrangère à la tradition juive. Dans la tradition juive, la relation avec la Terre sainte est d'un ordre très normatif. En d'autres termes, il y avait un philosophe juif français, Emmanuel Levinas, qui, comme beaucoup de Français, a fait un jeu de mots. Ce n'est pas une terre promise, c'est une terre permise. Ainsi, ce n'est pas une terre promise, c'est une terre permise. En français, ça sonne mieux. Et en effet, c'est une terre permise, permise sous certaines conditions.
Pour éviter la tentation d'un retour par des moyens politiques ou militaires, le Talmud, qui est le code normatif des discussions rédigées entre les faits et le VIe siècle, énumère en fait 3 serments destinés à empêcher les Juifs de revenir en Terre Sainte avant la venue du Messie et tout ce qui s'y rattache. Ainsi, lorsque le sionisme est apparu, je le répète, parmi des personnes très éloignées de la tradition juive, la plupart des Juifs l'ont rejeté. Et ils l'ont rejeté pour 3 raisons. La première était théologique, si l'on veut. Selon les textes juifs normatifs, il ne fallait pas le faire. De plus, transformer une nation ou un groupe défini par la fidélité au commandement divin en une nationalité ordinaire était quelque chose que les Juifs religieux n'appréciaient évidemment pas. C'est pourquoi la citation que tu as donnée dit un ennemi de la nation juive, pour ainsi dire. Encore une fois, le mot nation pose problème ici, car nous le comprenons dans son sens moderne, alors qu'il s'agit d'un terme biblique qui signifiait quelque chose de très différent. Il désignait une communauté de fidèles. La deuxième raison du rejet du sionisme parmi les Juifs était que beaucoup de Juifs de l'Europe du XIXe siècle, et nous parlons ici d'un phénomène européen, puisque le sionisme est entièrement européen, s'adaptaient à de nouvelles conditions après l'émancipation. Ils avaient obtenu les droits civiques de Napoléon, et par la suite, ils étaient devenus citoyens de leur pays, en France, puis plus tard, lorsque l'Allemagne fut unifiée, en Allemagne. La dernière chose qu'ils souhaitaient, c'était qu'on leur dise qu'ils appartenaient à une autre nation. Ainsi, ils ont perçu le message sioniste comme une variation d'un message antisémite. Vous n'avez pas votre place ici. Allez en Palestine. Et en effet, de nombreux antisémites partageaient ce point de vue, y compris les sionistes chrétiens en Grande-Bretagne. Pour ne donner qu'un exemple, la plupart des gens ont entendu parler de la déclaration Balfour, la déclaration de 1917, qui promettait la création d'un foyer national juif en Palestine. Personne ne sait exactement ce qu'elle était censée signifier, ce qui est typique de la diplomatie britannique. Et Balfour, avant de devenir ministre des Affaires étrangères, avait joué un rôle déterminant pour empêcher les Juifs russes d'immigrer en Grande-Bretagne. Ainsi, l'un allait de pair avec l'autre. Et en effet, les antisémites étaient souvent très favorables au sionisme. Dans votre livre, ou peut-être était-ce lors de la conférence que j'ai vue avec Jeffrey Sachs, vous avez mentionné que dans la déclaration Balfour, le seul membre du cabinet britannique à avoir voté contre était le seul juif du cabinet. Pourriez-vous raconter cette anecdote également? Eh bien, bien sûr, c'était M. Montagu, qui était le seul membre juif du gouvernement britannique. Il publia une déclaration contre le sionisme, accusant le gouvernement britannique d'antisémitisme, parce qu'il était pro-sioniste. Mais il y avait un troisième groupe que j'aimerais mentionner, une troisième raison de s'opposer au sionisme. Il s'agissait de plusieurs socialistes, communistes et groupes de gauche qui voyaient dans le sionisme une distraction pour la classe ouvrière juive, l'éloignant de la lutte des classes et de la transformation de la société. Ils considéraient le sionisme comme une forme de nationalisme bourgeois, ce qu'il était et demeure, nuisible à la cause socialiste. Et en fait, de nombreux fondateurs de l'État d'Israël étaient socialistes et allèrent très loin pour tenter de concilier leur socialisme avec le sionisme. Une tâche très difficile. Quand on essaie de cadrer le cercle, ou de se tordre dans tous les sens. Mais laissez-moi vous demander, ces premiers sionistes, les premiers sionistes juifs, le plus important étant M. Herzl, n'est-ce pas, qui a également rédigé toute une thèse à ce sujet et sur ses fondements intellectuels, comment ont-ils concilié le sionisme avec le judaïsme? Ont-ils, dès le départ, dit en substance, cela a peu à voir avec la religion. C'est simplement ce dont nous avons besoin en tant que groupe national.
Point final. Eh bien, vous avez mentionné Theodor Herzl, qui était un journaliste et dramaturge autrichien très accompli, d'origine juive hongroise. Il est né à Budapest. Il était très préoccupé par l'oppression des Juifs dans l'Empire russe, où l'émancipation n'existait pas et où les Juifs étaient confinés à une certaine zone de résidence, correspondant à la partie occidentale de l'ancien Empire russe, l'actuelle Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, l'Ukraine, la Moldavie et la Biélorussie. C'étaient les régions où les Juifs étaient concentrés et ils n'avaient pas de droits égaux. Après 1881, ils ont subi des vagues périodiques de violence appelées pogroms. C'était une préoccupation. Mais, plus important encore pour Theodor Herzl, il y avait la préoccupation de personnes comme lui, des intellectuels prospères, peut-être des médecins et des professionnels, qui souffraient encore de l'antisémitisme, car les antisémites ressentaient de la rancune envers leur mobilité sociale. Ils en éprouvaient du ressentiment, et Herzl voulait s'en débarrasser. Comment s'en débarrasser? Sa première idée, avant d'adopter le sionisme, fut de convertir tous les Juifs de Vienne au catholicisme. Eh bien, je pense que l'archevêque n'a pas vraiment apprécié l'idée, pas plus que les Juifs. Sa deuxième idée fut donc le sionisme. Et pour montrer à quel point l'opposition était forte, vous savez que le premier congrès sioniste en 1887 s'est tenu dans ce qui était alors encore une petite ville, Bâle, en Suisse. Pourquoi Bâle? Il existait des centres de population juive bien plus importants. En fait, le congrès sioniste devait initialement se tenir à Munich, en Allemagne. Mais les organisations juives allemandes ont demandé au gouvernement d'interdire la tenue d'un congrès sioniste. Il a donc été déplacé à Bâle. La Suisse, comme vous le savez, est un pays très tolérant. Switzerland, as you know, is a very tolerant place. For better or worse? And worse. Pour le meilleur ou pour le pire, et plutôt pour le pire. Mais vous écrivez aussi sur, vous savez, le rôle de la violence dans le sionisme, et que cela fait également partie, vous savez, de ce rejet du judaïsme, qui est en réalité une religion très pacifique, du moins telle que je l'aperçois. Enfin, je l'ai lu, mais bon, il y a beaucoup de violence, surtout dans l'Ancien Testament. Pourtant, si je regarde la manière dont les Juifs vivaient en Europe, du moins, je ne connais pas de grands événements violents causés par des Juifs en Europe. Je ne connais que des Juifs ayant été les victimes d'une violence extrême. Les pogroms n'étaient pas propres à la Russie. Ils avaient été perpétrés par l'Empire romain, la nation allemande, et ainsi de suite, à travers les âges. Pourquoi donc, à partir des années 1880, commence-t-on à voir une violence sioniste dirigée contre les populations vivant alors en Palestine? Eh bien, vous avez tout à fait raison de dire que la violence était abhorrée dans la tradition juive. Savoir si c'était une vertu ou une nécessité est une autre question, car les Juifs n'avaient pas de pouvoir politique. Quand on n'a pas de pouvoir politique, on n'exerce pas la violence, ou du moins, on ne la contrôle pas. Et il y avait des érudits et des rabbins juifs qui ont soulevé cette question. Sommes-nous pacifiques parce que nous n'avons pas l'occasion d'être violents, ou sommes-nous pacifiques par principe? L'un d'eux était Yehuda Halevi, dans l'Espagne médiévale, qui a écrit un livre intitulé Kuzari, traduit en plusieurs langues. On peut voir dans ce dialogue comment il aborde cette question. Maintenant, en parlant de violence, la violence sioniste, c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Il y a deux raisons. La première est la logique de la colonisation. Dans chaque colonie à travers le monde, lorsqu'un groupe étranger s'installe sur une terre déjà habitée par d'autres, il y a des frictions. Parfois, cela dégénère en violence. La plupart du temps, c'est le cas. Il y avait donc une logique à ce développement qui n'a rien à voir avec le judaïsme ou la tradition juive. La même chose s'est produite partout dans le monde où les Européens ont tenté de coloniser différents pays. La deuxième raison
est que, comme je l'ai mentionné, beaucoup de jeunes colons sionistes partis en Palestine, et je devrais préciser que moins d'1% de tous ceux qui ont émigré de l'Empire russe sont allés en Palestine. Ainsi, un très petit groupe de personnes, mais un groupe très actif, articulé et dévoué. Ils ont adopté la violence, en partie parce qu'ils avaient une expérience du travail révolutionnaire clandestin dans l'Empire russe. Beaucoup d'entre eux étaient actifs au sein du Parti socialiste révolutionnaire pendant la première révolution russe de 1905. Ils savaient comment combattre un régime, ils savaient comment affronter des ennemis. Il existait également des groupes d'autodéfense pendant les pogroms du début du XXe siècle. Ils sont donc arrivés en Palestine déjà forts de cette expérience. Et, point très important, de l'expérience du terrorisme politique, car ces mouvements révolutionnaires clandestins pratiquaient le terrorisme politique. Ce sont eux qui ont tué l'empereur Alexandre II en 1881 à Saint-Pétersbourg. Bien sûr, dans cet assassinat précis, les Juifs n'étaient pas directement impliqués, mais ils étaient surreprésentés parmi ces groupes révolutionnaires pour une bonne raison. Ils faisaient partie des segments les plus opprimés de la population. Ainsi, lorsque ces jeunes sionistes sont partis en Palestine pour construire une nouvelle société socialiste, c'était l'idée, ils se sont heurtés à la population locale. Et ils ont tiré parti de cette expérience aux premières étapes de la colonisation. Mais, autant que je sache, la première victime du terrorisme politique sioniste fut un juif. En 1924, Jacob de Haan, un juif néerlandais, devenu porte-parole des antisionistes religieux à Jérusalem, des rabbins très respectés, organisait une délégation de rabbins pour se rendre à Londres afin de convaincre les autorités d'empêcher la prise de contrôle du pays par les sionistes. Il a été assassiné alors qu'il quittait la synagogue en 1924 et son projet n'a jamais été réalisé. Plus tard, les auteurs de cet acte l'ont reconnu et s'en sont montrés fiers. Ce n'est donc pas une hypothèse, mais un fait historique. En réalité, c'est ainsi que la tradition de la violence politique et du terrorisme a été transférée en Palestine et pratiquée par des groupes sionistes pendant assez longtemps. Y a-t-il déjà eu des groupes de sionistes véritablement non violents qui disaient « Nous devrions vivre en Palestine avec les Palestiniens, avec les habitants », et qui s'opposaient à cette tendance violente, mais ont ensuite été supplantés par elle. Je suppose que ce qui s'est passé, c'est que les partisans de la violence politique ont commencé à former l'État, les agences proto-étatiques. Ce serait mon hypothèse. Eh bien sûr, il y avait différents groupes. La plupart des dirigeants du mouvement sioniste en Palestine venaient de l'Empire russe, issus du milieu que je viens de décrire. Mais il y avait d'autres groupes, les Juifs allemands en particulier, qui ont joué un rôle très important dans la construction de l'infrastructure sioniste, tant industrielle qu'intellectuelle, surtout ceux qui se sont installés en Palestine après 1933, après l'élection de Hitler en Allemagne. Beaucoup d'entre eux s'opposaient à l'idée d'un développement séparé. Et par développement séparé, je ne fais pas référence au terme sud-africain apartheid. Je fais référence au terme hébreu, en réalité plus ancien qu'apartheid, appelé Afrada, qui signifie séparation. L'idée était de créer une économie et une société distinctes en Palestine. De nombreux juifs allemands, des personnalités éminentes et certains juifs américains ont formé des associations comme Brit Shalom, l'Alliance de la paix par exemple. Ils plaidaient pour un État commun où la population locale et les juifs immigrants pourraient avoir un pays indépendant et vivre ensemble, comme c'est le cas, disons, à Montréal où je vis.
Différents groupes y cohabitent. Ils ne s'aiment pas forcément, mais ils vivent ensemble. Ces Juifs allemands et américains ont en grande partie été supplantés par les sionistes russes. Et je dis sionistes russes parce que, en 1960 encore, les 2/3 du Parlement israélien étaient nés dans l'Empire russe. Il n'y a pas eu d'immigration depuis la Russie vers d'autres pays après 1920. C'est donc un aspect très important de l'histoire du sionisme. Le rôle des sionistes russes est le transfert de la tradition politique de la violence et du terrorisme en Palestine. Cela est devenu une culture israélienne courante. Vous voyez, il est important de noter que l'assassin du premier ministre Yitzhak Rabin était un juif yéménite, issu d'une tradition yéménite. Mais cette tradition révolutionnaire russe est devenue une tradition israélienne. Ainsi, aujourd'hui, elle n'est pas particulièrement associée aux Russes. Elle est devenue une manière standard d'agir et une façon standard de percevoir les Arabes, les Palestiniens, en Israël aujourd'hui. C'est pourquoi ce lien russe, pour ainsi dire, est très important. Et je peux mentionner, je ne m'en souviens pas très bien, un article que j'ai écrit avec un collègue à moi, Yaakov Rabkin, à Oxford, sur les racines russes de la culture politique israélienne. C'est peut-être un peu secondaire, mais quel effet cela a-t-il eu sur le judaïsme en Asie occidentale, au Moyen-Orient? Parce que j'ai vu quelques entretiens avec Avi Shlaim, et il a mentionné que lorsqu'il est né en tant que juif à Bagdad, il se souvenait très bien d'être à Bagdad, puis d'avoir été déplacé ou d'avoir déménagé pendant ces événements à la fin des années 1940, 1950 et 1960, vers Israël, ce qui a vraiment déraciné de nombreuses traditions juives moyen-orientales. Tu as tout à fait raison. Avi Shlaim a écrit de magnifiques mémoires. J'ai aimé les lire et j'ai même rédigé une critique de livre. Je pense qu'il est important de se rappeler que le sionisme est un mouvement européen, un nationalisme ethnique européen issu de pays comme la Pologne et la Lituanie qui a été transféré en Palestine. Très souvent, c'est un nationalisme d'exclusion, car il peut exister un nationalisme inclusif, comme en France. Tu deviens citoyen et cela suffit. Mais il existe aussi un nationalisme ethnique qui est aujourd'hui très présent dans de nombreux pays, la Pologne, l'Ukraine, la Lettonie, l'Estonie et ainsi de suite. Ainsi, cela a été transféré en Palestine et c'est devenu la base idéologique du sionisme. Or, pour les Juifs vivant dans des pays en dehors de l'Europe, cela était totalement étranger. En fait, Avi Shlaim se souvient que sa mère, lorsqu'il lui a demandé pour la première fois ce qu'était le sionisme, lui a répondu « Oh, c'est une affaire ashkénaze, c'est une affaire de Juifs européens. Ce n'est pas notre affaire. » Et en effet, ce ne l'était pas. Il a fallu le transplanter là-bas. Il y avait des émissaires du mouvement sioniste qui se rendaient en Irak, entre autres, au Maroc et ailleurs, notamment pour influencer les jeunes. Parfois, ils utilisaient la persuasion, parfois la provocation. Il y a donc eu des provocations, comme des violences anti-juives, qui ont en réalité été organisées par un groupe sioniste afin d'effrayer les Juifs et de les pousser à émigrer. En Irak, l'histoire était très différente. Il y a eu de la violence là aussi, mais il y a également eu un accord avec le gouvernement irakien pour permettre l'immigration. Ce qui s'est finalement passé, c'est que dans la plupart des pays où les Juifs vivaient depuis des siècles, en Irak, depuis des millénaires, ils ont été déracinés et amenés dans ce qui était alors le jeune Israël. Pourquoi cela a-t-il été fait? Parce que, comme je viens de le mentionner, c'était un mouvement européen pour les Juifs européens. Pourquoi aurait-il eu besoin de Juifs d'Irak ou du Maroc? Eh bien, ils en avaient besoin parce que les Juifs européens avaient été décimés par le génocide nazi.
the Nazi genocide. And they had to populate the country. They expelled Et ils devaient peupler le pays. Ils ont expulsé les Palestiniens, mais il fallait bien remplir ces endroits. Par nécessité, ils se sont donc tournés vers les populations juives des pays à majorité musulmane. Dans la plupart de ces pays, elles ont été pratiquement toutes déracinées. Il restait très peu de juifs au Maroc, un peu plus en Turquie, davantage en Iran. Prenons les juifs iraniens par exemple. Ils y sont installés depuis 2500 ans. Et il faut aussi comprendre que les juifs d'Europe, les juifs d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, ceux dont nous parlons, étaient concentrés dans une même région. Ils parlaient une langue différente. Ils parlaient le yiddish. On peut donc dire qu'ils étaient en quelque sorte pré-nationalistes, si l'on veut. Ils parlaient la même langue, vivaient dans le même pays et connaissaient à peu près les mêmes conditions économiques. Tandis qu'ils différaient de la population majoritaire, ils parlaient le yiddish et pratiquaient autre chose. Maintenant, les Juifs d'Iran ou d'Irak parlaient la langue du pays. Ils se considéraient comme Iraniens, Irakiens ou autres, Bagdadis, puisque l'Irak a été créé par le colonialisme britannique. Ils se considéraient donc comme des Bagdadis pratiquant une religion différente. Et il y avait toutes sortes de gens à Bagdad. Certains pratiquaient le christianisme, d'autres le zoroastrisme, peu importe. Mais ils se considéraient comme Iraniens, Irakiens ou Bagdadis. En fait, j'étais en Iran en 2016 et j'ai rendu visite à des communautés juives. C'était le Nouvel An iranien, Nowruz. C'était le Shabbat, un vendredi soir, et nous allions à la synagogue. Les gens se rencontraient dans la rue, se connaissaient évidemment, et disaient « Shabbat Shalom, Nowruz Mubarak » en une seule phrase. C'est ainsi que la fusion des deux cultures fonctionnait, si vous voulez. Donc pour eux, oui, allez-y. Désolé. J'ai lu que la communauté juive en Iran est petite, mais compte encore environ 9000 personnes. C'est le chiffre que j'ai trouvé. Et lors de la plus récente guerre de 12 jours entre Israël, les États-Unis et l'Iran, la communauté juive d'Iran s'est montrée très vocale, disant des choses comme « Arrêtez cela. Israël doit cesser cette attaque, cette horrible offensive. Cela n'a rien à voir avec la cause juive. » Et la réponse des sionistes a été « Oh, c'est une forme de syndrome de Stockholm. L'Iran retient ces gens en otage et les paie ou leur fait subir des choses horribles pour les forcer à dire cela. » Pouvons-nous rejeter fermement cette idée et dire que non, ce sont simplement des Iraniens juifs intégrés? L'histoire est très différente. En Iran, l'histoire des Juifs est très différente de celle des Juifs d'Europe de l'Est. Comme je l'ai mentionné, ils parlent la même langue, ils partagent les mêmes coutumes, mais ils pratiquent une religion différente. Il est donc très important de comprendre que projeter le nationalisme ethnique d'Europe de l'Est sur des pays non européens crée toujours des tensions, de la violence et des problèmes. D'ailleurs, cela crée aussi des tensions, de la violence et des problèmes en Europe de l'Est, comme vous pouvez le constater. Mais je pense que ce sont les pays qui considéraient leurs Juifs comme des citoyens ordinaires ou comme des sujets ordinaires du roi ou de quelque autre régime, qui étaient très différents des prétendues démocraties d'Europe de l'Est, même à l'époque, qui discriminaient contre les Juifs. En Iran, pour ne prendre qu'un exemple, lorsque j'y étais en 2016, il y avait 4 restaurants kasher. Mais plus important encore, il n'y avait pas de garde armée devant les synagogues, contrairement à l'Europe. Et nous parlons d'un régime iranien très antisioniste. Pourtant, les Juifs ne se sentaient ni visés, ni en danger. En Europe, si vous cherchez une synagogue dans une ville que vous ne connaissez pas, une voiture de police serait un bon indice de l'endroit où elle se trouve, mais pas en Iran.
En Europe, cela est considéré comme une preuve que le soutien à Israël est très important, voire nécessaire, parce que l'antisémitisme européen est le problème. Mais ce qui ressort de vos recherches, c'est que l'antisémitisme a été la raison même de l'existence du sionisme à l'origine, pour en somme, séparer les Juifs des Européens. Segregate basically the Jews from the Europeans. Right. Germany today, Exactement. Germany is a very Eh good bien, example. l'Allemagne d'aujourd'hui, l'Allemagne contemporaine, en est un très bon exemple. Ce soutien inconditionnel à Israël, ce soutien devient la raison d'État de l'Allemagne. J'ai personnellement publié un article pour le 60e anniversaire d'Israël. Je crois que c'était dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, où j'ai dit qu'il est tout à fait compréhensible et louable de vouloir compenser les victimes d'un génocide, mais qu'on confond Israël avec les Juifs. Ce sont deux choses différentes. Et en réalité, les valeurs qu'Israël met en pratique sont beaucoup plus proches du régime allemand qui a causé du tort aux Juifs que de toute autre chose. You're a very careful man with the way that you phrase your sentences. Vous êtes un homme très prudent dans la façon dont vous formulez vos phrases, ce qui est une bonne chose, une chose très diplomatique. Cette assimilation, cette équation, on la voit en ce moment sur Twitter depuis 2 ans, sans interruption. Le sionisme, c'est le judaïsme. Et les juifs, si quelqu'un est contre le sionisme, il est contre les juifs, et il est contre Israël. Et Israël, c'est les juifs. Et des personnes comme Jeffrey Sachs rejettent cela publiquement et disent non, vous, Monsieur Netanyahou, l'État d'Israël ne parle pas en mon nom. Arrêtez de faire cela. Vous causez plus de tort que de bien. Mais cela existe-t-il depuis les débuts du sionisme? Ou bien cette équation est-elle en réalité quelque chose de plus récent? Eh bien, dans son journal, Theodor Herzl a dit tout à fait justement que les antisémites seraient nos alliés les plus fidèles, parce que, comme je l'ai dit, ils veulent se débarrasser des Juifs, et Herzl veut les emmener en Palestine. Ils ont donc une convergence d'intérêts. En fait, je peux aller encore plus loin. Il y a un film israélien que j'aimerais recommander. Il s'appelle The Flat. Et si vous me laissez quelques minutes, je vais expliquer de quoi il s'agit. Le petit-fils d'un ancien président de l'organisation sioniste d'Allemagne, dans les années 1930, parcourt les papiers de son grand-père décédé et trouve un journal SS avec une photo de son grand-père et de quelqu'un d'autre. Il découvre qu'en 1934, si je ne me trompe pas, la direction nazie a envoyé quelqu'un en Palestine. En réalité, les sionistes ont pris contact parce qu'ils voulaient inviter des nazis intéressés par les affaires juives à visiter la Palestine et à voir comment les juifs pouvaient être réinstallés, puisque les nazis voulaient se débarrasser des juifs. Ils n'avaient pas prévu à l'origine d'assassiner tout le monde. Ils voulaient, pour ainsi dire, purifier l'Allemagne des juifs. Et les sionistes ont accepté cela. Un voyage a donc été organisé pour cet officier SS et le président de la Fédération sioniste d'Allemagne, et ils ont voyagé ensemble. En conséquence, une série d'articles très positifs est parue dans le journal de la SS, les mêmes que le petit-fils a ensuite retrouvés dans les archives parmi les papiers de son grand-père. Et non seulement cela, il a également trouvé une médaille frappée pour l'occasion, quelque chose comme Ein Nazi fährt nach Palästina. Un nazi voyage en Palestine. Et en effet, les sionistes étaient traités beaucoup plus favorablement par les nazis que les autres juifs, dans les années 30, avant le génocide, je veux dire. C'est donc un fait établi, un fait historique. Je n'invente rien. Par conséquent, l'opposition au sionisme, l'opposition à la politique israélienne de ces 2 dernières années, que beaucoup qualifient de génocide, n'a rien à voir avec l'antisémitisme, rien à voir avec la haine des Juifs. Cela a à voir avec l'horreur indicible que les forces armées israéliennes ont déchaînée sur la population civile. Et vous savez, à la fin de mon court ouvrage, je la compare au siège de Leningrad.
mais sur un territoire bien plus vaste, avec beaucoup moins de munitions utilisées contre lui. Je pense donc que confondre les Juifs avec Israël est politiquement commode pour de nombreux dirigeants européens, mais c'est totalement faux. Et de plus, aujourd'hui, je pense qu'aux États-Unis, les jeunes Juifs se sont détournés d'Israël. Ils ne partagent certainement pas l'engagement sioniste de leurs grands-parents ou de leurs parents. Ces derniers mois, plusieurs articles écrits par des sionistes ont affirmé « Nous perdons la jeunesse. Nous perdons la jeunesse juive. » Et c'est pourquoi récemment, un sioniste très en vue a acquis TikTok, CBS et d'autres médias afin de remédier à cette situation. Netanyahou lui-même a déclaré qu'il s'agissait du 8e front sur lequel Israël se bat. Il y a le Yémen, la Palestine et tout cela. Mais le 8e front se trouve aussi aux États-Unis, dans les cœurs de la population, et ces cœurs se tournent de plus en plus contre Israël. D'après vos recherches sur la manière dont ce mouvement s'est développé, sur l'évolution du sionisme, quels ont été, selon vous, les piliers les plus importants de son succès? Je veux dire, il est passé d'une idée protestante visant à rassembler les Juifs dans un lieu hors d'Europe pour se rapprocher du jour du jugement, à des discussions entre intellectuels à Vienne, puis à un congrès, ensuite à un mouvement, puis à une communauté à Jérusalem, et enfin à des groupes très violents qui ont réussi à prendre le contrôle et ont fini par obtenir un État de la part des Premières Nations Unies, et ils l'ont ensuite construit. C'est en un sens une histoire de réussite stupéfiante, très violente, très dure, mais extrêmement réussie. Si vous deviez identifier 3 ou 4 piliers de cela, quels seraient-ils? Eh bien, la première chose était la véritable souffrance des Juifs dans l'Empire russe. Je parle d'avant 1917. C'était un problème réel. Mais la grande majorité, plus de 99% des Juifs qui ont émigré de l'Empire russe sont partis vers les Amériques, vers l'Amérique du Nord ou l'Amérique latine. Ce n'était donc pas une solution pour eux, pour eux-mêmes. Cependant, il y eut davantage d'antisémitisme après la Première Guerre mondiale en Pologne et dans tous ces pays d'Europe de l'Est qui devenaient plus ou moins fascistes et antisémites. Il y eut donc une émigration depuis la Pologne et depuis l'Allemagne, évidemment, lorsque les nazis prirent le pouvoir en Allemagne. Et puis il y eut le génocide des Juifs et d'autres, perpétré par les nazis, qui suscita un sentiment d'horreur parfaitement justifié chez de nombreuses personnes qui le découvrirent. Vous savez, la destruction industrialisée de populations. La réaction du monde a donc été très compatissante envers les survivants. Et le mouvement sioniste a utilisé ce génocide comme une raison très forte pour laquelle les Juifs avaient besoin d'un État séparé. Mais c'est là une leçon qu'ils ont tirée du génocide nazi. Il pourrait y en avoir une autre que je tire personnellement de cet événement. Il faut être extrêmement prudent lorsqu'on crée des régimes qui discriminent sur la base de l'ethnicité ou de la religion. En d'autres termes, dans une société libérale, la discrimination devrait être illégale. Ainsi, il existe 2 leçons très opposées que l'on peut tirer du génocide. Cependant, pour l'Europe, il a été très commode d'exporter sa culpabilité vers l'Asie occidentale. Et ils ont exporté tout ce problème en Asie occidentale, en Palestine, où les Palestiniens ont dû payer pour les péchés des Européens. Ils ont été déplacés, exilés, tués, et ainsi de suite. Ils n'avaient rien fait de mal aux Juifs, mais ce sont eux qui en ont payé le prix. Maintenant, il faut comprendre qu'en 1948, le colonialisme était encore considéré comme légitime. Certaines personnes aujourd'hui, et on l'entend souvent, disent que la Seconde Guerre mondiale fut une lutte contre le racisme. Eh bien, pas tout à fait. Les troupes américaines étaient ségrégées. Après la Seconde Guerre mondiale,
il y eut des guerres coloniales très violentes en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord, menées par les nations victorieuses. Ah oui, et en Asie du Sud-Est, bien sûr, par les nations victorieuses. La Grande-Bretagne, la France et plus tard les États-Unis. France and later United States. Ainsi, le colonialisme était encore considéré comme légitime. Dans l'une des lettres de Balfour, il disait qu'il ne s'intéressait pas aux opinions des quelques milliers d'Arabes qui vivaient en Palestine, qui se trouvaient simplement là, parce que c'était une attitude coloniale normale. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Maintenant, il faut être très clair. En tant qu'historien, je suis bien conscient que les valeurs que nous avons proclamées au cours des dernières décennies sont très récentes. L'histoire européenne repose sur le racisme et l'exploitation coloniale, et c'en est la partie principale. Après la Seconde Guerre mondiale, la légitimité du colonialisme a décliné, mais je ne suis pas sûr que ce déclin soit définitif. Non, je veux dire, il y a des gens qui travaillent activement contre cela. Et je veux dire, d'une certaine manière, nous avons aujourd'hui tendance à regarder le colonialisme et à juger qu'il a échoué, n'est-ce pas, ou que nous en sommes sortis. Mais cela omet le fait que le colonialisme a réussi à commettre un génocide sur 3 continents, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud principalement, et l'Australie. Je veux dire avec succès. Je veux dire éradiquer. Ces peuples sont désormais considérés comme sans importance. Il reste quelques survivants, mais ils sont littéralement relégués dans de petites mini-Gaza en Amérique du Nord. Je veux dire complètement, totalement détruits. Le monde aurait une apparence différente, entièrement différente. Je veux dire, surtout l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, si le colonialisme européen n'avait pas eu lieu, n'est-ce pas? Les gens auraient physiquement une apparence différente. Mais vous avez raison, si je puis vous interrompre. Je voulais simplement expliquer que très souvent, le colonialisme a été justifié par des motifs religieux. Pour ceux qui ont colonisé l'Amérique du Nord, les colonisateurs britanniques, ils croyaient qu'ils se rendaient dans une terre promise. Ceux qui ont colonisé l'Australie, en particulier la Tasmanie, la considéraient comme une terre promise pour eux. Regardez les noms bibliques des villes et des cités aux États-Unis, Bethléem, Akron et ainsi de suite. Ce sont des traces de cette idée de terre promise, et la terre promise nous appartient, pas à quelqu'un d'autre, pas à ceux qui y vivent aujourd'hui. Voilà l'histoire européenne. C'est pourquoi j'interprète ce que fait Israël, les sionistes d'Israël, en Palestine, comme simplement la dernière version, une version tardive de ce même phénomène. Et une partie de la colère vient clairement du fait qu'il y a une opposition à cela. C'est un peu comme, pourquoi est-ce mal quand nous le faisons, alors que c'était acceptable quand vous le faisiez ailleurs? Et d'une certaine manière, les Européens le comprennent intuitivement. C'est comme, ah oui, non, cette fois laissons. Les Juifs devraient eux aussi avoir leur petit colonialisme, et ainsi de suite. Je veux dire, la manière stupide dont tout cela est présenté. Eh bien, je pense qu'il y a en Europe un mouvement vers moins de tolérance envers les musulmans, envers les Arabes, et ainsi de suite. Et cela va de pair avec le soutien à Israël. Par exemple, il faut vraiment considérer Israël comme faisant partie de l'histoire européenne. Quand je dis européenne, j'inclus aussi l'Australie et l'Amérique du Nord. Oui, cette expansion des Européens. Parce que Israël fait quelque chose qui a été fait de manière encore plus cruelle en Amérique du Nord. Absolument. Cela se fait avec des moyens techniques plus sophistiqués, l'intelligence artificielle et tout cela, mais c'est essentiellement la même chose. Et donc, je pense qu'il existe une sympathie fondamentale pour ce que fait Israël. Oui, une forme de sympathie
très raciste, très européenne. Je veux dire, il suffit de se rappeler ce que les Français ont fait en Algérie, il y a 60 ans. Ce n'est pas si vieux. Et ils ne sont toujours pas vraiment prêts à admettre que, eh bien, c'était plutôt mauvais. Eh bien, certaines personnes soutiennent que toute l'idée d'inclusivité et d'antiracisme n'est qu'une fine couche de vernis qu'on peut gratter sans grand effort. Et on le voit avec la récente lauréate du prix Nobel de la paix, je crois que c'est Madame Machado, oui. Il suffit de regarder son parcours, et c'est très pertinent. On pourrait dire, eh bien, quel rapport entre le Venezuela et Israël? En réalité, il y en a un, car Madame Machado a récemment pris la parole lors d'une réunion de partis d'extrême droite en Europe. Elle y a prononcé un discours, et c'était un discours très islamophobe. Et elle a également déclaré que lorsqu'elle deviendrait présidente du Venezuela, la première chose qu'elle ferait serait de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. On voit des liens très étroits entre ce qui se passe ailleurs dans le monde et ce que fait et représente Israël. Cela explique en partie ce soutien remarquable à Israël que l'on trouve parmi les classes dirigeantes en Europe et dans les pays issus de la colonisation européenne. C'est vraiment surprenant. La reconnaissance purement formelle de l'État palestinien il y a quelques semaines ne change pas grand-chose. Nous devons donc comprendre pourquoi le soutien à Israël est si répandu parmi les classes dirigeantes, parmi la partie la plus riche de la population. Ils n'ont rien à voir avec les Juifs, ni avec le judaïsme. Mais alors pourquoi? Je veux dire, hier ou avant-hier, Donald Trump, devant tout le Knesset, a en fait applaudi Madame Adelson et mentionné 60 milliards de dollars. Il a dit que pendant son premier mandat, son mari l'appelait simplement « débarquait » et lui disait ce qu'il fallait faire. Et il l'a applaudi. C'est comme, pourquoi Israël est-il si doué pour se hisser jusqu'aux plus hauts échelons, non seulement aux États-Unis, mais partout ailleurs? Et au bout du compte, je veux dire sans les Britanniques, sans Balfour, sans les contacts sionistes dans ces cercles politiques les plus élevés, cela n'aurait pas été possible non plus. Qu'est-ce qui les rend si bons à cela? Eh bien, une explication simple que donnent les antisémites, c'est que les Juifs sont très puissants et influencent donc toutes sortes de gouvernements. Je ne crois pas à cette explication, car la plupart des Juifs ne sont pas puissants et n'ont pas accès aux classes dirigeantes. Ça, c'est certain. Alors, pourquoi Israël est-il si populaire parmi les Juifs? Vous voyez, j'évite soigneusement le mot « élite ». Je les appelle la classe dirigeante, parce que « élite » veut dire autre chose. Pour moi, une élite, c'est un violoncelliste d'élite. Ça, c'est une élite. Mais le président Macron ne l'est pas. Enfin, il joue peut-être du violoncelle, je ne sais pas. Peut pas être très bon et se sentirait pas menacé. Je pense donc qu'il est très important de comprendre qu'Israël fournit des technologies de pointe, des méthodes de surveillance et un savoir-faire essentiel en matière de contrôle des populations à travers le monde. Parce qu'Israël excelle dans ce domaine. Il le fait depuis de nombreuses décennies, et tout cela est testé sur les Palestiniens. Cette technologie et ce savoir-faire sont achetés par toutes sortes de pays, des armes aussi, mais surtout des systèmes de surveillance et de contrôle des populations. Pourquoi est-ce si important aujourd'hui? Parce que, comme vous le savez, il y a une crise dans de nombreux pays. Une crise largement causée par le déséquilibre extrême entre les riches et les pauvres et par la paupérisation croissante de la population. La baisse de l'espérance de vie parmi les personnes blanches aux États-Unis en est un bon exemple. Ces gens sont frustrés, ils sont en colère. Leurs enfants ne vont pas vivre la même vie qu'eux. Et par conséquent,
ces personnes peuvent devenir très violentes et déclencher toutes sortes d'insurrections. Il faut les contrôler. C'est une explication. Une autre explication est qu'il existe une sympathie pour cette entité coloniale en Asie occidentale. Certains islamophobes en Europe disent « Eh bien, Israël sait comment gérer les Arabes. Nous devrions apprendre d'eux. » Et en effet, des policiers de nombreuses villes d'Amérique du Nord sont envoyés en Israël pour apprendre de l'expérience des forces de police israéliennes. Je sais que cela se fait au Canada. C'est la même chose aux États-Unis. Peut-être aussi en Europe. Je n'en suis pas certain. Ainsi, Israël est une source très importante de contrôle de la population. Et cela, dans des conditions de division sans précédent entre riches et pauvres, est très important pour le maintien du pouvoir. C'est donc une explication très simple. Je veux dire, dans cette lecture, Israël est essentiellement l'avant-poste réussi de ce qu'on considère comme le colonialisme européen d'un autre temps. Cependant, il teste et expérimente de nouvelles manières de contrôler son environnement et perpétue ainsi cette vieille tradition européenne de violence brutale pour parvenir à ses fins. C'est donc en réalité une relation réciproque. Oui, c'est vrai. Et tu sais, ça me fait penser à un vieux film, The Kid, de Charlie Chaplin. Oui, tu t'en souviens? Un gamin casse une vitre et ensuite arrive le vitrier, prêt à la réparer. Eh bien, Israël fait un peu la même chose. Il déstabilise tout le Proche-Orient, provoque des vagues d'immigration vers l'Europe, puis enseigne à l'Europe comment y faire face. Avec le même type de violence qu'ils ont utilisé. Oui, je veux dire, c'est horrible. C'est juste que ça marche. C'est ça le point. Professeur Rabkin, pour les personnes qui veulent acheter votre livre, je suppose que je vais les diriger vers la librairie en ligne pour l'obtenir là-bas. Et je mettrai aussi un lien vers vos autres ouvrages. Y a-t-il un autre endroit où les gens peuvent suivre vos écrits? Eh bien, oui. Le livre le plus récent que vous avez mentionné, vous pouvez mettre le lien israelpalestinebook.com, contient toutes les informations sur la façon de l'acheter et où l'acheter. Mais les autres livres sont disponibles, tout comme celui-ci, sur Amazon et dans d'autres librairies. Donc, après avoir déploré l'injustice sociale, il est étrange pour moi de faire la publicité d'Amazon. Mais de toute façon, nous vivons tous dans les structures que nous avons, à l'époque où nous sommes. Donc, professeur Yaakov Rabkin, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Swimazareil.